Alors en fait, ma mère, elle a fait 3 AVC, sur lesquels elle a quand même récupéré aussi quasiment toutes ses facultés. Mais après, c'est une fatigue liée à l'âge. Ma maman, elle était plus très costaud physiquement. Comme la situation ne s'arrange pas et que son état physique empire, je dirais, enfin, est de moins en moins bon, elle devient de plus en plus aigrie, en fait. C'est exactement ça. Donc, pendant des années, j'ai été son ange, c'est comme ça qu'elle m'appelait. Et puis, l'ange perd ses ailes à un moment donné. Et j'avoue aussi qu'on a moins de patience. Quand nos parents avancent en âge et qu'on se retrouve à les aider de plus en plus, la relation parent-enfant évolue. Et chacun vit cette relation différemment, en fonction de l'enfance qu'on a eue, des conflits qui ont pu nous opposer, mais aussi de l'amour qu'on leur porte ou encore de la distance qui nous sépare. Aujourd'hui, dans le podcast de Bonjour Fred, on vous raconte une de ces histoires, celle de Florence et de sa mère. Ah, maman, c'était une femme adorable. Avec moi, elle était géniale. On partageait beaucoup de choses. C'était une femme qui était très, très généreuse. Florence a 56 ans. Elle est infirmière et elle a grandi en Normandie avec ses parents et sa sœur. Pendant son adolescence, elle passe beaucoup de temps avec son père et sa mère. Le basket, on était une équipe de basket. Alors, maman n'a jamais joué au basket, mais elle venait nous voir. Mon père était arbitre et j'étais joueuse. Le basket, ça a été notre moteur. Alors, maman, elle venait nous voir, mais pas toujours, parce qu'elle avait toujours peur qu'on se dispute avec mon père. Mon père étant arbitre et moi joueuse, évidemment, il y avait des frictions. Et maman, elle aimait pas les frictions, donc elle nous disait, je veux bien venir, mais si vous vous disputez pas. Et on se disputait, évidemment. Ça a été une enfance dorée. J'ai eu des parents qui étaient formidables, qui m'ont tout apporté, en étant quand même... je n'étais pas l'enfant roi. À la maison, il y avait des règles qui étaient strictes, sans plus strictes, ce qu'il fallait. C'était surtout pas des gens envahissants, mais par contre, c'était des gens qui étaient joyeux, qui apportaient aux autres, donc 20 sur 20 à mes parents. En 1993, la mère de Florence est diagnostiquée d'un cancer du sein. Quand Florence devient présente au quotidien auprès d'elle, elles font tout pour que chacune garde sa place. C'était naturel en fait. Jusqu'au bout, elle a gardé son rôle de mère. Je m'appelle Solène, bienvenue sur le podcast Bonjour Fred. Dans ce podcast, on parle du quotidien de celles et ceux qui aident un proche, ceux que l'on appelle les aidants. Ensemble, on décrypte le tourbillon d'émotions et les sentiments contradictoires qu'on éprouve au quotidien quand on accompagne quelqu'un que l'on aime. On essaye de vous donner des coups de pouce pour que vous puissiez donner des coups de main. Dans cet épisode, on va parler de l'inversion des rôles qui peut se produire quand on s'occupe d'un parent âgé. Devient-on vraiment le parent de son parent ? Et comment gérer les conflits qui peuvent naître de ce brusque rapprochement familial ? Quand sa mère apprend qu'elle a un cancer du sein, c'est Florence qui prend ses premiers rendez-vous médicaux. Et après, mes parents géraient le cancer tous les deux. C'est papa qui l'emmenait en chimio. C'est toujours papa qui a fait les allers-retours, aller lui chercher ce qu'elle avait envie de manger. En fait, le cancer était rentré dans leur quotidien et ils se débrouillaient. S'ils avaient un souci, ils m'appelaient et puis on voyait que ça a vraiment été une histoire de couple pour eux. On passait beaucoup par l'humour et papa en faisait les frais de temps en temps d'ailleurs. Alors, elle en riait pas, mais c'est vrai que quand on est allé voir le chirurgien le premier jour, elle savait déjà que c'était un cancer, en fait. Et le premier jour, la gynécologue qu'on avait vue était ma gynécologue, évidemment. Et quand on est allé la voir, elle lui a dit non, mais docteur, tournez pas autour du pot, c'est un cancer quand même, ça se voit. Et là, la gynécologue s'est assise, m'a regardée d'un air de dire bah oui, vous m'aviez dit que ça serait un petit peu compliqué, mais elle était comme ça, c'est-à-dire qu'elle est partie du principe qu'il fallait mettre un nom sur la maladie et la gérer. Dès le début, elle a dit qu'elle se battrait pour ses petits-enfants et qu'elle verrait les 18 ans de sa petite-fille. Ça, c'était très, très important pour elle. Et elle les a vus, les 18 ans de sa petite-fille. Ensemble, les parents de Florence se battent contre le cancer pendant 13 ans. À la mort de son père en 2004, l'état de sa mère se dégrade. Et là, en fait, il n'y avait plus de couple, quoi.
Et maman, elle a continué à vivoter. C'est-à-dire qu'elle vivait pour ses petits-enfants, pour moi, mais il n'y avait plus de couple. Et quand les métastases sont revenues, autant quand papa était là, les métastases, elle les a boostées, autant une fois que mon père a été décédé, elle s'est laissée aller. Ça, vous ne voyez pas vraiment. Ça a été insidieux, en fait. Par contre, elle avait des idées bien arrêtées, c'est-à-dire qu'elle ne voulait pas être hospitalisée. Elle voulait rester chez elle. Elle ne voulait pas venir à la maison pour pas nous déranger. Et donc, c'est là que, oui, je suis devenue aidante. Florence devient alors très présente auprès de sa mère. Elle habite à 10 km de chez elle et elle commence donc à concilier son quotidien d'infirmière, de mère de famille et celui d'aidante. Il y avait l'hôpital, il y avait mes enfants, il y avait ma maman. C'était pas pareil. Il y avait 3 compartiments qu'il fallait bien remplir. C'est-à-dire que quand je travaillais, je quittais l'hôpital, je descendais voir maman, on faisait 2-3 trucs ensemble. À 4h30, il fallait que je sois à l'école pour aller chercher ma petite. Les grands rentraient en bus et ça m'arrivait de redescendre ou manger avec maman ou quoi que ce soit. Pendant que les enfants faisaient leurs devoirs, moi, je faisais un brin de ménage, un brin de repassage, tout ce que je pouvais faire. Les jours de repos, le matin, je faisais chez moi, l'après-midi, je faisais chez maman. Maman, en fait, elle n'aimait pas trop que je vienne le matin, elle préférait que je vienne l'après-midi. Pour elle, ça passait moins vite. Donc, c'était mieux. Donc, je m'organisais comme ça. Florence passe voir sa mère chaque jour. Elle fait régulièrement le ménage et plusieurs fois par semaine, lui cuisine ses repas. Une journée qui passait, c'était un coup de téléphone le matin. Maman me disait ce qu'elle avait envie de manger. J'allais faire les courses, je descendais, je lui apportais ce qu'elle voulait. Elle me disait ce qu'elle avait envie qu'on fasse. Alors que ce soit du jardinage ou n'importe quoi. Si elle avait décidé de planter des fleurs, on plantait des fleurs. Je lui amenais à manger. Alors, je faisais ce que je pouvais pour qu'elle mange ce qu'elle aimait. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas très envie de manger, en fait. Je faisais du poulet rôti, elle adorait les Paris-Brest. Donc, j'allais lui acheter un Paris-Brest, donc elle était bien obligée de le manger. Je faisais toujours une part supplémentaire que je lui apportais. Et puis, on mangeait très souvent ensemble. On mangeait deux fois par semaine, on descendait manger avec les enfants. Et le dimanche soir, on mangeait ensemble. Et mes enfants, eux, consacraient un mercredi et un samedi. On le faisait sans s'en rendre compte. C'était pas un poids. C'était un poids parce que c'était quelque chose de dur. On n'avait jamais de temps. Mais par contre, c'était pas un poids affectif. Affectivement, c'était pas un poids. Florence m'a raconté que tous ces moments passés ensemble, toutes ces tâches supplémentaires se sont ajoutées à son quotidien très discrètement. Elle est devenue l'aidante de sa mère sans s'en apercevoir. Et selon Isabelle Malon, sociologue à l'université de Lyon 2, c'est très courant qu'on commence à aider un parent âgé de cette manière. Alors, la décision d'aider un parent âgé, c'est assez compliqué de prendre le terme décision. C'est-à-dire que c'est pas, il y a un moment où on se dit « Ah tiens, mon parent a besoin d'aide, donc je décide de l'aider ». Parce qu'il y a différentes manières en fait de rentrer dans la relation d'aide et effectivement qui sont extrêmement variables selon les relations entretenues, c'est-à-dire déjà selon la proximité relationnelle aussi, c'est-à-dire que effectivement plus on a eu le sentiment d'être aidé par ses parents tout au long de sa vie et plus on va quelque part en retour chercher à les aider soi-même. On sait aussi que des conflits entre parents et enfants qui ont pu déboucher en fait sur des brouilles durables, donc des ruptures en fait de relations, rendent les choses plus compliquées. Isabelle travaille notamment sur le vieillissement et l'évolution des dynamiques familiales au fil des différents âges de la vie. Elle m'a expliqué que lorsqu'un enfant commence à aider son parent, il arrive que les dynamiques familiales établies depuis l'enfance se modifient. Et pour comprendre ce qu'il se joue dans une relation d'aide entre un enfant et son parent, il faut souvent remonter au premier temps de la vie, celui de l'enfance. Le lien
de filiation, en fait, c'est-à-dire le lien qui attache l'enfant à son parent et le rattache à une lignée, est devenu un lien extrêmement prégnant dans les dernières années. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait la famille, beaucoup plus qu'avant, c'est moins le couple que l'enfant. Donc l'enfant fait sa famille. Après, ce lien de filiation, il recouvre à la fois des dimensions juridiques, c'est parce qu'on est l'enfant de quelqu'un qu'on a une identité en fait, et ça recouvre aussi toute une série de pratiques, quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on appelle la parentalité, c'est-à-dire du travail parental auprès des enfants, le fait de nourrir son enfant, de le soigner, de l'aider à devenir lui-même d'une certaine manière. Donc il y a des dimensions qui sont des dimensions à la fois concrètes, matérielles, des dimensions relationnelles. On a une norme en fait de la relation familiale qui fait que le lien familial, c'est un lien qui est censé être épanouissant pour les enfants et pour les parents. Le rôle d'un parent comporte donc des tâches très concrètes. Et ces soins apportés à l'enfant, comme les repas, les soins de santé, mais aussi le soutien moral, sont essentiels. Parce que c'est grâce à eux que pendant l'enfance, ce temps de formation, comme l'appelle Isabelle, notre autonomie se développe. Le moment de la formation, c'est un moment où l'enfant devient autonome. Et pour ça, au moins dans les premiers temps de sa vie, les parents sont les interlocuteurs principaux. Alors ça change au fur et à mesure que les enfants vont à l'école, nouent des relations avec d'autres qu'eux-mêmes, avec ceux qu'on appelle des pairs. Mais les parents ont ce rôle-là de la relation filiale dans l'enfance et dans l'adolescence et dans la jeunesse. C'est une relation dans laquelle les parents ont pour enjeu de rendre leurs enfants autonomes. Au fil de la vie, l'autonomie prend différentes formes. Plus on grandit, plus on devient autonome. Et cela se traduit par plusieurs rites de passage très concrets. Particulièrement en France, c'est-à-dire qu'en France, l'autonomie est vécue vraiment sous l'angle d'une nécessaire indépendance par rapport aux parents, d'une nécessaire indépendance entre les générations. Et la manière dont cette autonomie et cette indépendance se construit, elle se construit notamment par la décohabitation, par le fait de ne plus habiter avec ses parents. Et il y a une espèce de, au moment de la prise d'autonomie, une espèce de mise à distance, en fait, des parents, de la lignée, pour construire éventuellement une autre lignée soi-même. Alors après, on voit que le moment où les adultes ont des enfants, c'est un premier moment, j'allais dire, de retour de la lignée. De retour de la lignée au sens où les parents, qui deviennent alors grands-parents, se préoccupent de nouveau de leurs enfants, éventuellement de l'éducation que leurs enfants donnent à leurs petits-enfants. Les parents et les enfants commencent alors à parler de sujets communs. L'éducation des enfants, la tenue de la maison ou encore la gestion de la vie quotidienne. Et quand un parent commence à perdre en autonomie et qu'il a besoin de l'aide de ses enfants, le retour à la lignée s'accentue encore un peu plus. Le moment où les parents ont besoin d'aide et où les enfants entrent dans l'aide, c'est un moment, quelque part, de resserrement autour de la famille d'origine qui va prendre toutes sortes de formes, notamment la forme du soutien moral, mais où les gens sont amenés à repartager et refaire quelque chose qui est de l'ordre de la proximité. Et en fait, c'est ça qui rend les choses parfois un peu compliquées parce que, en fait, l'éloignement des parents et des enfants, qui s'est fait par la décohabitation, pour les enfants par la rencontre d'un conjoint, fait en sorte que les parents et les enfants n'ont plus tout à fait forcément les mêmes vues sur la vie et que donc ça provoque pas mal de frictions, d'étincelles qui s'expriment en fait dans les manières de faire qui peuvent être différentes. Des choses toutes bêtes sur les manières de tenir son logement, de faire la cuisine, de faire des courses, sur les goûts, voilà. Alors bien sûr, ce resserrement n'est pas évident pour tous les enfants et leurs parents. Isabelle explique par exemple que l'entrée dans l'aide est facilitée par un lien parent-enfant qui est resté fort à l'âge adulte.
C'est sûr que quelque part, des relations fortes, denses et très riches, hein, c'est-à-dire qui passent à la fois, où l'amour se manifeste à la fois de manière relationnelle, dans le partage de sentiments, dans le partage d'informations sur soi, d'informations personnelles, de ressentis, etc., et de manière matérielle, comme un soutien. C'est sûr que l'aide risque d'être aussi fortement apportée dans ces différents domaines. Et cette continuité dans la relation qu'elle a entretenue avec ses parents tout au long de sa vie, Florence m'en a parlé justement. J'ai eu une enfance dorée. Mes parents m'apportaient tout l'amour dont j'avais besoin, étaient adorables avec moi, et ça tout au long de ma vie. Parce qu'en fait, mon enfance, je dirais qu'elle s'est terminée à la mort de mon père, parce que j'ai toujours eu des parents qui étaient très aidants, tout en étant à leur place. Et pour elle, ça s'est traduit par des périodes de vie très concrètes. Par exemple, en 2000, alors qu'elle est âgée d'une 30aine d'années, elle subit une opération. Et donc, il fallait faire des soins de pansement dans le dos, et c'est ma mère qui les faisait. C'est-à-dire que quand j'ai eu besoin de mes parents étaient là. Papa faisait les courses, je lui faisais ma liste, il me faisait mes courses, et il m'amenait à manger. Maman passait l'après-midi avec moi parce que je m'ennuyais. Elle me faisait marcher. Et donc, ça a été tout naturel de faire la même chose. Je n'y ai même pas pensé. En revanche, il y a certains soins que Florence n'a pas assurés pour sa mère. Par exemple, elle ne s'est jamais occupée de la douche. Elle prenait sa douche quand j'étais là pour des histoires de sécurité, mais je ne l'ai jamais lavée. Ça m'est arrivé de la sortir de la baignoire, par contre. Et là, j'en ai bavé, hein. Mais bon, ça, c'était pas grave. Mais en fait, il n'y a pas eu de gêne. Je pense qu'il y aurait eu beaucoup, beaucoup de gêne si ça avait été mon père. Parce que mon père, moi, je ne l'ai jamais vu nu, Et là, je pense que ça aurait été une catastrophe. J'aurais peut-être fait appel à son petit-fils, j'en sais rien, mais je me serais débrouillée autrement. Maman, ça posait pas de souci. J'ai demandé à Isabelle si lorsqu'un parent perd en autonomie et qu'il a besoin de ses enfants pour le ménage, les repas ou pour un soutien moral, les dynamiques peuvent s'inverser. Si, quelque part, on devient le parent de son parent. Alors, en fait, l'idée que les rôles s'inversent entre enfants et parents, c'est une idée qui est très répandue. Dans un article que j'ai écrit, je citais Sacha Guitry qui dit les parents deviennent les enfants qu'on a sur le tard. Isabelle m'a dit qu'au fil des entretiens qu'elle a menés, elle a remarqué que ce sont davantage les femmes aidantes qui le disent. Je suis devenue une mère pour ma mère. Et il y a beaucoup de filles qui disent quand je l'ai amené la première fois à l'accueil de jour, j'ai eu l'impression d'amener mon enfant à la maternelle en me disant ah mais je le lâche là, voilà. Et il y a cette idée en fait des femmes fortement de se sentir en fait responsables, et le modèle de la responsabilité féminine, c'est la maternité. Je lui ai demandé s'il existait concrètement des similarités entre le rôle de parent et celui d'enfant aidant. Il y a bien quelque chose qui est de l'ordre de la charge mentale, et ça c'est similaire. Cette charge mentale, elle concerne à la fois des dimensions très concrètes et matérielles du type l'entretien de la maison, mais aussi des éléments relatifs à la santé de la personne, et puis des éléments relationnels, toute la dimension du soutien moral et du soutien émotionnel, c'est-à-dire le fait d'accompagner la personne, son parent, dans les épreuves qu'il traverse. Donc ça, c'est très parent, c'est très similaire en fait à ce qu'on peut observer dans les premiers temps de la vie. Consoler son enfant, le rendre joyeux, partager en fait des moments émotionnels forts. Ça, c'est aussi ce qui se joue dans l'accompagnement au long cours aux âges élevés. Mais Isabelle explique que la relation entre un parent qui élève son enfant et celle entre un enfant qui aide son parent âgé est fondamentalement différente. Je pense que la symétrisation, elle n'est pas si simple que ça, elle n'est pas si évidente que ça, et surtout, elle n'est pas mobilisée par tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde ne décrit pas son aide aux parents âgés de cette manière-là. Quelque part, c'est pas parce que les enfants se sentent les parents de leurs parents que les parents se sentent les enfants de leurs enfants. Par contre, ce qu'il y a de différent probablement, c'est que quelque part, l'enfance, c'est un âge très balisé parce que très institutionnalisé.
En fait, l'enfance, c'est un âge qui a été très médicalisé, c'est-à-dire qu'on a des bornes en fait de développement qui disent à 1 an, les enfants grosso modo savent faire ça, à 3 ans ils savent faire ça, à 3 ans ils entrent à l'école maternelle, à 6 ans à l'école primaire, et puis derrière on a quelque chose qui est balisé, on a des institutions en plus qui prennent en charge les enfants en dehors de la famille, qui déculpabilisent les mères du fait de les prendre en charge en dehors de la famille. C'est-à-dire que quand on dit très volontiers aux jeunes mères, c'est tout à fait normal de laisser votre enfant à garder, c'est tout à fait normal de reprendre une activité professionnelle après avoir eu des enfants, et votre enfant ne sera que plus heureux s'il a une mère épanouie et s'il a une mère épanouie professionnellement. Donc il y a tout un système en fait qui norme la prise en charge des enfants, alors que pour les personnes âgées, la norme déjà est beaucoup moins bien établie et elle tend à faire en fait de la famille l'institution qui par excellence est la mieux à même justement de prendre en compte et d'accompagner les personnes dans leur vieillissement. À partir du moment où cet accompagnement est professionnel, il y a quelque chose de l'ordre d'un abandon familial, voilà, en disant quand même, est-ce que c'est bien normal de laisser son parent âgé se débattre avec des aides professionnelles, d'autant plus que les enfants pourraient être disponibles. Donc, c'est beaucoup moins normé. Le discours est moins déculpabilisant. Donc, il y a bien l'idée qu'en fait, c'est d'abord aux familles de s'occuper du parent âgé. Isabelle insiste aussi sur une différence essentielle. La nature des soins que l'on trouve normal d'apporter à son enfant quand on l'élève par rapport à ceux qu'on apporte à son parent quand on l'aide. Par exemple, dans les 2 cas, on va trouver normal de préparer les repas. Passer du temps avec son parent, faire le ménage ou les courses, tout ça va être aussi quelque chose que l'on va faire volontiers. En revanche, les soins d'hygiène, par exemple, vont être beaucoup plus compliqués à apporter. Et alors que laver son enfant est un rite quotidien qu'on ne discute pas, aider son parent âgé ou malade à prendre une douche, c'est quelque chose de beaucoup plus délicat. Parce que, selon Isabelle, se confronter au corps nu de son parent, c'est dépasser les limites implicitement fixées. Elle utilise le concept de bonne distance pour qualifier une relation idéale entre un aidant et son proche. Une relation dans laquelle chacun peut éviter les conflits. Un équilibre pas forcément facile à atteindre. La question, c'est aussi la question de la proximité, de la gestion de ce qu'on appelle la bonne distance en sociologie. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être présent et être plus présent, mais ne pas être trop présent et ne pas être trop intrusif, et puis ne pas être trop distant non plus. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'aide, la difficulté, c'est de doser la présence, le soutien, sans limiter l'autonomie des personnes et sans non plus susciter chez les personnes le sentiment d'un abandon. Ce moment de rapprochement, c'est un moment qui ne va pas sans tension ou qui ne va pas sans conflit parfois. D'une part, les parents et les enfants sont un peu distants les uns des autres, et d'autre part, quand on a besoin d'aide, on est moins indépendant, tout en voulant continuer à rester autonome. Et rester autonome pour un parent âgé, ça veut dire continuer à manger ce qu'il a envie de manger, continuer à entretenir sa maison comme il ou elle a envie d'entretenir sa maison, continuer à faire ce qu'on veut faire et ne pas forcément être déclassé dans ce qu'on fait ou contesté dans ce qu'on fait. Florence m'a raconté comment elle a essayé de maintenir la bonne distance avec sa mère. Et elle m'a dit que dans leur cas, ça avait été très important de maintenir les rôles qu'elles avaient chacune eus, l'une pour l'autre, tout au long de leur vie. Et cela s'est fait à travers des petits détails très concrets. Par exemple, quand Florence va déjeuner chez elle, sa mère s'assoit systématiquement à sa place, celle qu'elle a toujours occupée, près de la cuisine. Alors, c'était pas très pratique parce que c'était pas très pratique pour l'aider à un moment donné quand elle allait pas bien. Toujours est-il qu'elle a toujours gardé sa place près des casseroles, puisque c'était elle qui servait à table. Au salon, elle avait sa place, et puis elle gardait toutes les habitudes en fait. Moi, j'aime boire un verre de vin blanc dans un verre en cristal, c'est mon petit truc. Mon verre en cristal était sorti parce que elle savait que j'allais boire un verre de vin blanc dans le verre en cristal, et avec moi qui faisais ça, mais mon verre était systématiquement sorti. Elle gardait ses habitudes de maman et de grand-mère.
Ça nous a rapprochés, mais je pense que c'était dans l'ordre des choses. C'était pas de dire mes parents m'ont beaucoup donné quand j'étais enfant, donc je vais leur redonner. C'était pas ça du tout. Mais ça, je pense que oui, on a vécu des choses qui étaient difficiles, mais qui étaient très très enrichissantes. Moi, je garde de beaux souvenirs, même si c'était difficile. J'étais une aidante chanceuse. Merci à Florence et Isabelle de nous avoir accordé leur temps. Si vous avez envie de nous raconter votre histoire, n'hésitez pas à nous écrire à fred@bonjourfred.com. À bientôt!